qu'aucune confiance ne peut être accordée tant à ses déductions qu'à l'exactitude des données qu'il a recueillies. Il est vrai que quand même, il y va fort, Calmette. Il présente ses statistiques et conclut ainsi. Cette très importante réduction de la mortalité générale s'explique par ce fait que les enfants vaccinés au BCG résistent beaucoup mieux que les enfants non vaccinés aux maladies communes de leur âge. Chapeau bas quand même. Non seulement ça protège contre la tuberculose, mais aussi contre toutes les maladies communes de leur âge. Et Calmette ne veut pas tenir compte des faits expérimentaux et humains qui lui sont opposés, ni des critiques qui lui étaient faites par Linière et d'autres savants. On peut déplorer donc que Calmette ait pu, dès septembre 1928, s'adresser directement au public dans le journal grand public Je sais tout, tiré à 250 000 exemplaires, pour préconiser la vaccination en masse de tous les nouveau-nés avec le BCG, qui, affirme-t-il, est complètement inoffensif. Revue Je sais tout. Ah oui, quand même, je sais. Voilà, 250 000 exemplaires. En 1928, Calmette fait directement des articles dans cette revue grand public, en disant donc, on vaccine depuis 1921, on est en 1930 et on a déjà vacciné plus d'1 million d'enfants avec un produit censé les protéger de la tuberculose, mais qui pourrait se révéler dangereux, voire mortel. Mais Ferru n'a pas été convaincu par Linière. Il écrit en 1930 « Il nous est bien impossible de départager ces deux savants bactériologistes. » En effet, il reste scotché sur les statistiques de Calmette. De tels résultats appréciés mathématiquement forcent la conviction que le BCG est un vaccin prodigieux qui réduit non seulement la mortalité tuberculeuse, mais aussi la mortalité générale. Il lui faut d'autres preuves à ce bon docteur Marcel Ferru. Il voudrait sans doute tellement qu'un produit miracle nous débarrasse une bonne fois pour toutes de la tuberculose et que cessent les décès de trop nombreux enfants et bébés. On est pourtant conduit à conclure avec Linière qu'en attribuant au BCG des qualités prémunisantes exagérées, on donnait aux intéressés une fausse et dangereuse sécurité, et qu'il était bien prématuré de recommander une vaccination de tous les enfants, exposés ou non à la contagion. Alors que la vraie prophylaxie de la tuberculose reste toujours commandée par les mesures d'hygiène qui s'opposent à la contagion par le bacille de Koch, surtout chez les tout jeunes sujets. Et c'est d'ailleurs ce qu'a reconnu l'OMS en 1997, il n'est jamais trop tard, dans un document mettant en avant la stratégie DOTS, dont Alice en a parlé, où elle attribue l'échec de la lutte mondiale contre la tuberculose à plusieurs raisons, et notamment à une confiance exagérée dans le BCG. La violente querelle qui venait d'opposer Calmette et Linière à l'Académie de médecine était à peine assoupie quand survient la catastrophe de Lübeck. Lübeck, mai 1930. Calmette reçoit un télégramme du professeur Deck, directeur de laboratoire de l'hôpital de Lübeck en Allemagne, lui annonçant que 10 enfants vaccinés au BCG depuis 2 mois viennent de mourir de tuberculose pulmonaire aiguë. Il prévoit même que des dizaines d'autres décès vont survenir dans les 24 heures. Au total, 72 nouveau-nés meurent sur les 252 qui ont ingéré du BCG, préparé au laboratoire de Lübeck à partir d'une souche fournie par l'Institut Pasteur. Une enquête officielle sera suivie d'un procès retentissant. Le verdict est prononcé le 6 février 1932, après 76 séances de débat. Il met hors de cause le vaccin authentique de Calmette et attribue la mort des vaccinés à une souche de bacilles humains virulents cultivée aussi au laboratoire, où elle aurait été ou bien confondue ou bien mélangée par mégarde
avec les cultures de BCG. Dans son livre, le professeur Debré, son livre L'honneur de vivre, lui, il écrit qu'il s'agit d'une folle et criminelle expérience du médecin vaccinateur qui a ajouté, pour renforcer son action, une petite quantité de bacilles virulents aux bacilles inoffensives de la culture BCG fournie par l'Institut Pasteur de Paris. Professeur Ferru, ni les critiques de Linière et autres sévères critiques de savants étrangers sur le BCG, ni même la catastrophe de Lübeck n'ont altéré la confiance que j'avais alors dans l'innocuité et dans la valeur prophylactique du BCG, puisqu'elles ne m'ont pas empêché, en 1932 et en 1933, de l'administrer à 3 nouveau-nés de ma famille. Il lui faut d'autres raisons à ce professeur Ferru. Non, l'origine et les motifs de mon doute sont ailleurs. Dès la fin de l'année 1935, dans ma revue L'actualité médico-chirurgicale, sous le titre « Sommes-nous bien fixés sur la valeur du BCG ?» j'expose les faits nouveaux qui m'ont conduit à m'abstenir désormais de conseiller de pratiquer la vaccination de Calmette. Alors qu'en 1930, dans ce même périodique, j'avais recommandé de l'appliquer à tous les nouveau-nés. On est donc fin 1935. Pourtant, les raisons de douter étaient déjà là, puisque Ferru écrivait dans cet article dont je vous ai cité au départ en 1930. À diverses reprises, cependant, on a constaté un peu de diarrhée avec chute momentanée du poids et, plus exceptionnellement, un léger engorgement des ganglions. Ces incidents ont été de courte durée et ont disparu sans laisser de traces. Quelquefois, pourtant, des accidents se sont produits. Certains ont été imputés, à tort, au BCG, comme ceux de Lübeck. D'autres, 2 ou 3 cas mortels, sont restés obscurs. Leur genèse ne semble pas avoir été étudiée avec le soin et l'impartialité désirable. D'autres, enfin, constitués surtout par des ganglions suppurés du cou, ont guéri plus ou moins rapidement. Au total, les accidents dus au vaccin de Calmette demeurent exceptionnels. Ils sont même moins fréquents et moins graves que les méfaits du vaccin antivariolique que tout le monde emploie cependant sans hésiter. C'était dans son article de 1930. Il est certain que la découverte de Calmette a suscité énormément d'espoir chez Ferru et chez beaucoup d'autres médecins. La remise en cause est douloureuse. Et d'ailleurs, Ferru l'intitule dans son livre « La dure épreuve du doute ». Professeur Ferru, ainsi, en moins de 10 ans quand même, la confiance que j'avais accordée avec tant d'espoir au BCG s'était-elle implacablement dégradée. Et à la vérité, ce qui m'a conduit irrésistiblement à douter du BCG, ce sont moins les critiques de ses adversaires que les graves contradictions apparues dans les affirmations successives de ses pionniers et la certitude acquise que la discussion n'était pas librement ouverte sur la valeur du vaccin de Calmette. Mon article s'appliquait donc à montrer, témoignage à l'appui, comment les contradictions graves apparues successivement dans les affirmations des promoteurs du BCG ne pouvaient manquer d'imposer le doute. Les contradictions des promoteurs du vaccin. Tout d'abord, dans le mode d'administration du BCG. Calmette recommandait d'administrer le BCG aux nouveau-nés par voie buccale dans les 10 premiers jours de leur vie, pour la raison impérative qu'à cette période seulement, les bacilles vaccins étaient bien absorbés par l'intestin. Comment pouvait-il aussi, avec tant d'assurance, prescrire de revacciner l'enfant à 1 an, 3 ans, 7 ans, 15 ans, puis environ tous les 5 ans jusqu'à l'âge adulte? Deuxième contradiction des promoteurs du vaccin, la réponse à donner à la QT réaction. Alors là, ça fait couler beaucoup d'encre. Que penser d'une QT réaction négative? Calmette prend la grave responsabilité d'affirmer qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'apparition de l'allergie tuberculinique pour les considérer comme efficacement prémunis contre les infections tuberculeuses virulentes.
Calmette se contredit lui-même et se met en opposition formelle avec ses meilleurs défenseurs, comme avec ce qui est écrit dans la notice officielle sur le BCG. Si la QT réaction est négative, cela signifie qu'il est utile de revacciner le sujet. Sans doute ici, il y a sûrement des personnes qui ont reçu plusieurs fois le BCG. Bon, voilà. Enfin, troisième contradiction, sur l'efficacité du BCG. Aux contradictions déjà fort décevantes de Calmette, Vel-Allé, premier promoteur de la vaccination des nouveau-nés, en ajoute une autre. Il dira, le 9 avril 1935, à la Société de pédiatrie, que la vaccination buccale est une méthode anti-scientifique et qui ne conduit le plus souvent qu'à un échec. Comment ne pas regretter qu'une opinion si nette n'ait pas été émise plus tôt? Et enfin, sur l'innocuité du BCG. Au début de ses travaux, Calmette prétend sans plus attendre que le BCG expérimentalement est d'une innocuité absolue, qu'il ne produit aucune lésion chez le cobaye vacciné. Plus tard, face aux critiques qui lui sont faites, il finit par reconnaître que des lésions sont possibles chez les animaux. Mais lui et ses partisans continuent de proclamer sans cesse qu'ils sont absolument sûrs que leur méthode de vaccination est inoffensive et efficace, qu'elle ne provoque ni troubles digestifs, ni adénopathie, ni suppuration, ni réaction fébrile, ni trouble de l'état général. En un mot, qu'elle ne détermine aucun trouble de la santé, ni aucune lésion tuberculeuse chez les vaccinés. Malheureusement, ces affirmations sont contredites par de multiples faits qui sont rapportés par des médecins et des chercheurs, et même parmi les protagonistes du BCG. Ainsi, les cas rapportés d'inflammation ganglionnaire, avec ou sans suppuration, ont été si nombreux qu'ils ont été classés sous l'étiquette précise d'adénite cervicale BCGique par d'éminents pédiatres, protagonistes même de la vaccination. Madame Costier de Belgrade, partisan chevronné du BCG, a fourni en 1946 la preuve que ce vaccin est, par lui seul, capable de provoquer les adénites décrites. Elle a fait une rigoureuse étude clinique et expérimentale portant sur 70 cas personnels, dont 57 avaient abouti à la suppuration. Tous les enfants atteints, sauf un, ayant vécu dans un milieu non infecté par la tuberculose. La démonstration était donc clairement faite, dès 1946, que chez un certain nombre de nouveau-nés vaccinés, on peut constater entre les 2e et 10e mois de la vie des adénites cervicales produites par le BCG. Plusieurs auteurs ont publié divers cas de réactions vaccinales, plus rares ou plus graves, et opposent un démenti formel à l'affirmation obstinée d'innocuité absolue du BCG. C'est ainsi qu'ont été signalés quelques cas de méningite ou de lésions osseuses, au niveau des doigts ou d'une vertèbre, mal de pote. De même, des réactions fébriles, prolongées et curables, ou violentes et parfois mortelles, ont été rapportées sans bénéficier du crédit que méritait la rigueur des exposés. Entre autres, par le professeur Talence, dans un article sur la mort par méningite tuberculeuse d'un enfant vacciné au BCG, revue médicale suisse-normande 1931, par le professeur Welland en Suisse, par le professeur Wallgren en Suède, par le professeur Nobécourt qui publie 50 observations d'enfants ayant ingéré du BCG pendant les premiers jours de la vie, observations qui le conduisent aussi à mettre en doute l'innocuité et l'efficacité du BCG, par le professeur Maurice Lust, éminent pédiatre belge qui avait été chargé par le directeur général de l'hygiène du ministère de la Santé publique de faire une enquête approfondie à Düsseldorf sur les mauvais résultats d'une expérience ayant pour objet l'efficacité de la vaccination par le BCG chez les singes. Par Romer et Valette, à la Société médicale des hôpitaux de Paris, il rapporte un cas mortel de méningite tuberculeuse à bacille bovin chez un nourrisson revacciné au BCG par la bouche. Professeur Stéphanie, s'il vous plaît. Merci. Professeur Stéphanie, Faculté de médecine de Genève. Ce bacille, BCG, vivant, envahit l'appareil lymphatique et s'y installe exactement suivant les habitudes de son ancêtre. Et personne ne peut nous décrire aujourd'hui comment il évoluera au cours des décades à venir.